Avant de parler LFSS, j'ai fait volontairement un petit focus sur sur certains dossiers qui étaient sortis avant. Donc, comme chaque été, nous avons le rapport chargé produit de l'assurance maladie, donc de la CNAM, avec des propositions qui souvent servent de boîte à outils aux différents gouvernements. Et on voit dans le PLFSS, puis après dans la LFSS, certaines dispositions dedans. Donc cette année, ce rapport était, je trouve, assez intéressant à lire, voilà, sur la plage, avec un certain nombre de thématiques également qui ont été abordées, dont certaines nous concernant plus directement. Alors, il y a pour les collègues officinaux, il y a une analyse très fine du marché de l'officine. Il y a aussi le délai d'accès aux médicaments avec, comme vous le savez, depuis la réforme sur l'accès précoce, l'accès compassionnel, chaque LFSS, il y a des modifications et on en a encore cette année. Et puis des évolutions sur les dépenses des produits innovants et des biosimilaires. Et vous allez le voir, il y a des dispositions qui sont issues de ça. Notamment, alors à ça se rajoute aussi la prise en compte au niveau de la CNAM du développement durable. Et donc, il y a des propositions qui sont notamment essayer de réduire l'impact environnemental des produits de santé, que ce soit médicaments et dispositifs médicaux, en essayant d'intégrer dans les tarifs un bonus, malus, bonus pour ceux qui sont écologiquement responsable et malus pour les autres, avec toute la difficulté méthodologique qu'il y a à mettre ça en place. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une thématique que nous avons et qui est prise en compte au niveau de l'assurance maladie, puisque le directeur de l'assurance maladie insiste lourdement sur ces points-là. Alors, ça, c'est pas encore mis en place, mais je vous le signale parce qu'on sent bien que ça va être mis en place, notamment avec la loi climat qui est sorti il y a quelques années, où pour 2026, il faudra intégrer dans nos critères de choix, de façon obligatoire, des outils sur le développement durable. Donc tout ça pour le ciné, et on va voir que dans les propositions, enfin, que dans la LFSS, ces propositions, sur certains aspects, ont été repris. Deuxième focus que j'ai pris volontairement sur nos produits, c'est les biosimilaires. Vous savez que depuis 2014, la législation sur les biosimilaires évolue dans tous les sens. Un coup, on l'a créé, mais uniquement sur les primo-prescriptions. Puis après, comme le décret n'est pas sorti, on la supprime. Puis on la recrée pour l'officine de ville sur des listes restreintes de médicaments. Vous allez voir que là, le droit de substitution, normalement, en officine, devrait se mettre en place. Avec un volume où on voit que l'hôpital, les biosimilaires, on a un taux de pénétration qui est très intéressant. Alors que la ville, c'est là où il y a le problème, mais parce que l'environnement juridique en ville est quand même plus que mouvant depuis une dizaine d'années. Et donc, vous avez dans ce rapport chargé produits, j'ai fait le focus sur ces produits, on voit bien que les produits hospitaliers que vous connaissez tous, qui sont biosimilarisés, le taux de pénétration national est très élevé. Donc, vous pouvez regarder dans votre hôpital si vous êtes dans la moyenne ou si vous êtes au-dessus ou en dessous. Et puis, vous avez la ville, où sur la ville, il y a des taux qui sont très faibles sur un certain nombre de produits. Et puis d'autres propositions, donc là j'ai juste tiré celle-là sur les enfants, les nourrissons, sur la surprescription d'un certain nombre de médicaments, et par exemple les IPP avec le CAQES des années précédentes qui nous demandait de faire un focus sur les IPP, et on voit que ça continue notamment avec la prise en charge en pédiatrie ou des publications récentes qui montrent qu'il y a peut-être plus de mortalité en sortie de réanimation quand il y a eu des IPP qui ont été continués que quand il n'y en a pas. Donc ces sujets-là, c'est des sujets, je pense, qui vont continuer à être travaillés dans les prochaines années. Et puis donc, comme chaque année, nous avons une synthèse des économies, entre guillemets, attendues dans le cadre du rapport chargé produit. Et donc, vous avez cette année un nouveau terme qu'il faut que vous intégriez, c'est la sobriété. Hein. Avant, on avait la pertinence, l'efficience. À chaque réforme, il y a des nouveaux termes. Et depuis cette année, nous avons la sobriété. Donc, la sobriété, c'est moins prescrire de médicaments, moins utiliser de dispositifs médicaux, ne pas les gaspiller et gérer les déchets pour faire très simple. Et puis à signaler également que c'est la première année où les demandes d'économie qui sont faites par l'assurance maladie sont supérieures du côté DM par rapport au côté médicaments, puisque vous voyez que la LPP, par exemple, sur l'efficience, il demande 120 millions d'euros, alors que le médicament, c'est que, entre guillemets, 85. Donc on voit qu'il y a une pression qui est faite, et vous allez voir ma dernière diapo. Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'il y a vraiment une pression qui est faite et qui va être faite sur les dispositifs médicaux. Deuxième focus, avant de rentrer dans la LFSS, c'est le plan écologie, planification écologie du système de santé porté par la ministre éphémère de la Santé, qui était avant une ministre déléguée, Agnès Firmin-Lebaudot, donc avec des thématiques sur l'achat durable, sur les soins éco-responsables, sur les déchets du secteur. Et très clairement, on est dedans. Et là, j'ai encore eu ce matin une discussion avec les gens du ministère, et où il va y avoir des groupes de travail. Il y a un deuxième plan écologie du système de santé devrait être mise en œuvre entre mars et juin si nous avons un ministre délégué à la santé prochainement.
Alors maintenant, on arrive au PLFSS, donc avec, comme chaque année, de la belle com du ministère, avec des actions qui ont été portées à l'époque par Olivier Rousseau avant qu'il démissionne, et donc avec la transformation du financement. On va voir qu'il y a des pistes dedans, les outils contre la lutte contre la fraude, des politiques de soutien à l'autonomie, on attend toujours la grande loi autonomie, et puis la prévention. Dedans, vous avez qu'avec la nouvelle ministre, le terme de prévention dans le titre du ministère a disparu. Alors, on a une évolution des dépenses qui est maintenant je dirais, qui ne tient plus compte de la Covid. Vous voyez la ligne verte, donc du dessus, c'est les dépenses supplémentaires prévues à cause de la crise sanitaire liée au Covid. Et là, on rentre dans un système plus normal. Le delta entre les prévisions portées par le gouvernement et ce qu'il devrait y avoir pour la Covid, c'est que 200 millions supplémentaires pour cette année. On verra s'il n'y a pas une Xème vague ou une autre pandémie qui se met en place cette année. En tout cas, c'est les projections. On rentre dans un système à peu près normal dans le financement. Par contre, ce qui est inquiétant, dès ce moment-là, et vous allez voir aussi mes conclusions, c'est que le déficit de l'assurance maladie en prévisionnel, donc en 2023, on est autour de 9 milliards à peu près. En 2024, on est à 11 milliards. Et vous voyez que ça augmente en 2025-2027, puisque nous rentrons en plein dans une pyramide des âges qui n'est pas favorable aux dépenses de santé. Ça explique aussi pourquoi il y a la réforme de la retraite qui a été portée sans qu'elle soit réellement expliquée. C'est que très clairement, il y a une problématique de financement qui va y avoir dans les prochaines années. Et là, on n'est qu'au début et vous allez voir, ça devrait s'aggraver encore après. Et la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui devait cesser son activité en 2033, le dernier rapport du Haut Conseil des finances publiques montre que c'est pas possible de rembourser la dette à cette échéance-là. Donc ça continuera. Et comme le déficit va s'accroître, ça continuera encore plus longtemps. Donc toujours ce mécanisme de report des dettes, de la dette vers les générations suivantes. Alors maintenant, on en vient à la LFSS. Donc très rapidement, un certain nombre de dispositions. Puis je m'arrêterai sur les dispositions qui, à mon avis, sont le plus importantes pour nous en tant que pharmacien hospitalier. Alors, comme d'habitude, il y a un texte au départ et puis le jeu du Sénat et de l'Assemblée, c'est de rajouter des amendements, des articles supplémentaires pour à la fin finir, donc cette fois, à 107 articles. Et cette fois, il y a beaucoup d'articles dans cette loi qui nous concernent. Comme chaque année, nous avons des rectificatifs précédents. Donc, comme le budget est prévisionnel, il faut le corriger. Donc, en 2023, la correction de l'Ondam est donnée là. Donc, on a une petite augmentation par rapport aux prévisions et surtout une tendance à la hausse de l'Ondam hospitalier pour toutes les raisons que vous connaissez comme moi. Et puis, pour l'industrie pharmaceutique, il y a une révision de la clause de sauvegarde qu'on va revoir en 2024 où donc on augmente le budget ville sur les médicaments dans le cadre de la clause de sauvegarde. Et donc, une des dispositions nouvelles dans le cadre de cette loi, c'est que, vous l'avez peut-être vu, entendu, notamment dans le rapport qu'on appelait le rapport Borne sur la régulation des produits de santé qui est sorti à l'été dernier, c'est un des problèmes majeurs où l'industrie pharmaceutique ne sait pas trop où elle va et que tout ce qui est au-dessus du montant M pour les médicaments qui est fixé, en gros, il y a un reversement quasi total du montant supplémentaire. Et ça râle beaucoup au niveau des industriels pharmaceutiques qui estiment que les calculs n'étaient pas bien faits. Et on voit que le montant donc, du budget ville des médicaments est très sensiblement réaugmenté en 2024. Alors c'est lié à l'innovation thérapeutique, hein, c'est lié aux nouveaux produits que nous avons eu à l'hôpital et qui passent en ville, par exemple. Et donc vous voyez qu'on a une augmentation en gros de 1,5 milliard de cette clause de sauvegarde. Donc si l'industrie pharmaceutique fait plus que ce montant-là au courant 2024, il y aura un reversement très important. Et vous l'avez peut-être vu, le rapport du Comité économique des produits de santé qui vient de sortir sur l'année 2022, ils sont en retard. Le montant de la clause de sauvegarde était estimé à 1,5 milliard à peu près en 2022. En 2023, il devrait être supérieur à 3 milliards. Donc là, on rattrape un petit peu le différentiel qu'il y a par cette disposition législative. Les DM, le montant qu'on appelle Z pour les DM, donc même mécanisme qui ne concerne que les DM de la liste en sus, il y a une petite augmentation qui est sans doute liée à l'activité. Alors, il y avait un débat aussi, est-ce que les médicaments de la Covid et pas de la Covid devaient être dedans? Donc là, ils seront enlevés, mais il y aura une liste fixée par arrêté. Et la sanction maximum pour un industriel, s'il y a dépassement du montant M, donc pour les médicaments, ça sera 10% du CA remboursé. Avant, c'était le remboursable, maintenant, c'est le remboursé. Et pour ceux qui font des génériques, c'est 2% du CA remboursé. Donc pour les industriels, on sent qu'ils ont été écoutés sur ce sujet-là pour, entre guillemets, diminuer la douloureuse
fin d'année, notamment pour les directeurs financiers qui ne savaient pas quoi prévoir dans leur budget pour les années suivantes. Alors, au niveau de l'hôpital et de la santé, il y a un certain nombre de dispositions qui nous concernent plus ou moins indirectement, mais je pense qu'il est important quand même que nous connaissions en tant que pharmacien hospitalier. C'est notamment des évolutions sur la campagne de vaccination du papillomavirus. Vous avez peut-être vu cette année dans les collèges, la vaccination filles et garçons a été lancée. Elle n'a pas très bien marché, donc ils essayent de l'étendre. Et puis, il y a une suppression du ticket modérateur pour un certain nombre de vaccins chez les jeunes de moins de 18 ans. En termes de prévention, les préservatifs deviennent gratuits pour les moins de 26 ans. Quand tu as 26 ans, tu peux les avoir gratuitement. Quand tu as 27, il faut que tu les payes. Donc tout ça sera fixé par décret, et la qualité des produits aussi. Également, en termes de prévention et de prise en charge d'un certain nombre de difficultés, on va dire, sociales, c'est la lutte contre la précarité menstruelle chez les jeunes filles, donc moins de 26 ans. Pareil, c'est toujours cette bonne à 26 ans avec la prise en charge des produits qui sont utilisés. Et puis l'année dernière, il y avait eu intégration de la prévention avec des âges où on pouvait aller faire des bilans de prévention sur sa santé. Ça n'a pas été mis en œuvre, à ma connaissance, ou peut-être dans certaines régions en termes d'expérimentation. Donc les âges qui étaient cités en 2023, c'est ceux que j'ai mis 20-25 ans, 40-45 ans, 60-65 ans. Bah, un an après, ça change encore. Il y a du débat sur le financement de cette consultation qui est faite en termes de prévention. Donc on verra, et c'est, à mon sens, très difficile à mettre en œuvre aujourd'hui. Et puis, dans le cadre des financements qui vont devenir pérennes, il y avait une expérimentation sur la prise en charge, article 51, des parcours d'activité physique adaptés pour les personnes traitées pour un cancer. Bah, ça rentre maintenant dans le droit commun et on va voir d'autres articles 51 LFSS 2018 qui vont rentrer dans le droit commun. Il y aura un décret, il y aura un rapport d'évaluation, mais tout ça commence à se mettre en place. Dépistage également du virus donc chez la femme, avec un décret et un rapport d'évaluation. Donc, vous voyez, tout ça n'est pas encore stabilisé. Et comme je l'évoquais sur le cas précédent, dans le droit commun, certaines expérimentations de l'article 51 vont rentrer dans le droit commun. Donc, notamment, c'est les parcours de soins. Un certain nombre de parcours de soins vont être fixés par arrêté. La constitution de ce parcours avec comment ça marche, qui fait quoi, quel tarif il y aura, va être publié par arrêté, parcours par parcours, en fonction donc des résultats de l'article 51. Et vous l'avez peut-être vu, il y a déjà des parcours type qui peuvent rentrer dans le droit commun, mais va se poser le problème du financement, qui va gagner l'argent, entre guillemets, qui va le répartir avec les autres acteurs. Si c'est dans le libéral, entre les infirmiers, les médecins, les kinés, bah, qui va avoir la grosse part? Et pareil, si les parcours ils sont entre l'hôpital et la ville, ça risque d'être assez compliqué. Et on voit aujourd'hui dans les syndicats médicaux, les gens qui s'étripent pour savoir qui va récupérer l'argent dedans. Dans l'article 51, vous avez aussi l'intégration maintenant de la prévention en santé, puisque ce n'était pas cité explicitement dans la loi en 2018. Et donc, vous l'avez peut-être vu, il y a eu un rapport donc, qui, comme chaque année, sort sur l'expérimentation article 51 LFSS 2018, avec le nombre de projets déposés, vous voyez que 10% à peu près des projets qui ont été autorisés, un certain nombre qui sont terminés, dont les parcours que j'ai évoqués précédemment. Et donc, vous avez la liste, un beau schéma du ministère, et j'ai mis par exemple l'activité physique adaptée, donc après cancer, bah, ça rentre dans le droit commun. Vous avez aussi tous les parcours autour du diabète qui devraient rentrer dedans, notamment à terme le diabète gestationnel avec la télésurveillance dedans, donc on sera impliqué là-dedans. Et puis se pose la question des médicaments biologiques similaires, et que l'expérimentation qui avait été lancée, où parce que nous faisions plus de biosimilaires, dans certains établissements, il y avait un intéressement à 20%. Ceux qui en faisaient encore plus avec l'expérimentation, avec un retour vers les services de soins, c'était 30%. L'expérimentation s'est terminée en 2023. Et donc, on attend de savoir si cette expérimentation va rentrer dans le droit commun ou pas. Vous allez voir avec les dispositions dans le cadre de la LFSS, un petit peu plus loin sur les biosimilaires. Je pense que ça ne rentrera pas dans le droit commun pour les hôpitaux. Ça sera uniquement pour la médecine de ville. Mais nous n'avons, à ma connaissance, l'arbitrage n'a pas encore été rendu sur ce point-là. Donc ça veut dire de la perte pour les établissements, ou en tout cas un risque de perte pour l'établissement. Alors, on nous a parlé beaucoup depuis janvier 2023 de la réforme de la tarification à l'activité à l'hôpital, avec le président de la République qui a pété un câble en janvier 2023, qui a dit à tout le monde on arrête la T2A. Le ministre de l'époque, qui le lendemain a sorti les rames en disant on ne sait pas tout à fait ce qu'il a voulu dire. Donc, en gros, c'est une réforme. Il y aura toujours de la T2A, il y aura toujours un financement de T2A, mais il sera adapté.
Et donc, nous commençons à avoir dans la LFSS 2024 les modalités nouvelles. Les modalités nouvelles, il n'y en a pas beaucoup en réalité. Nous allons avoir toujours des tarifs liés aux prestations, des tarifs liés à des missions spécifiques et d'aide à la contractualisation, donc c'est-à-dire les anciennes MIGAC, et puis des dotations, donc dans la ligne du milieu, les dotations de financement relatives à des objectifs territoriaux et des objectifs de santé publique. Donc c'est ce qu'on appelle la dotation populationnelle qui commence à se mettre en œuvre, par exemple sur les urgences depuis 2 ans et sur la psychiatrie depuis 1 an, où nous avons des budgets sur un certain nombre de missions qui sont attribuées aux hôpitaux. Alors il y a une renumérotation totale du Code de la santé publique. On attend plein de décrets, on attend plein de textes complémentaires et la loi de financement 2025 complétera tout ça. Alors, il n'y a absolument aucune disposition à ma connaissance. Alors, il y avait 5 pages de texte et tout ça, j'ai peut-être loupé des trucs, mais il n'y avait rien sur la liste en sus et rien sur le financement des médicaments et des dispositifs médicaux. Donc, je pense que s'il y a une évolution liste en sus, ça ne sera que dans la LFS 2025 ou 2026, puisque cette mise en œuvre de cette réforme est programmée entre 2024, écriture des textes, et 2026 pour avoir une structure avec sans doute des périodes provisoires qui se mettront en place. Donc, pour moi, on est encore en attente de la vraie réforme sur le financement de l'hôpital. En tout cas, pour nous, médicaments DM, je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce sujet-là. Également une expérimentation sur l'HAD, donc avec, en gros, une tendance à faire que les hôpitaux qui vont envoyer leurs patients atteints de cancer vers de l'HAD auront un intéressement. Donc on va voir comment ça va se mettre en place. Il y aura un décret qui préside à tout ça. Donc vous serez peut-être dans votre établissement concerné avec, s'il y a l'HAD qui dépend de vous et pas du privé, bah, à essayer de porter les patients de l'hôpital classique, entre guillemets, vers l'hospitalisation à domicile. Il y a pour l'officine les TROD avec la prise en charge maintenant dans le droit commun des angines et de la cystite. C'était des expérimentations, maintenant c'est quasiment automatique avec un droit de prescription donné aux officinaux. Et puis, pour nous, on ne va pas forcément être concerné par ça, mais les collègues officinaux vont en entendre parler, bah, c'est le droit à la dispensation à l'unité, notamment quand il y a des ruptures. Hein, donc, on va voir ça un petit peu plus loin. Et donc, il y aura des textes qui vont sortir avec des listes. On n'a pas assez de listes. Hein, on a des listes de rupture, on a des listes européennes, on a tout un tas de trucs. Et ce matin, j'ai encore entendu parler au ministère de nouvelles listes sur les ruptures avec les 450 qui vont être complétées. Donc, tout ça est quand même très, très, très compliqué. Donc là, il y aura une liste de dispensation à l'unité pour des médicaments, pour des DM et d'autres produits de santé, avec les modalités de conditionnement, d'étiquetage par les officinaux, d'information et de traçabilité de ce qui aura été réellement délivré. Les biosimilaires, je vous en parlais tout à l'heure sur la partie CNAM. Donc, on rentre dans un vrai droit de substitution, pas comme il y a eu avant dans les réformes précédentes, où en gros, les produits, quand ils seront sur la liste des groupes biologiques similaires établis par la NSM, au bout de 2 ans, le produit sera automatiquement substituable. Sauf si la NSM donne un avis contraire. Donc là, on est encore dans une période provisoire, transitoire. L'ANSM a jusqu'à la fin de l'année 2024 pour dire les produits qui sont déjà sur la liste, etanercept, adalimumab, est-ce qu'ils sont, par exemple, ces produits-là, substituables? Et si c'est mis, eh ben, il y aura une substitution officielle pour les officinaux qui sera possible, et pas uniquement sur le GCSF, pegfilgrastim ou filgrastim. Bon, à voir, encore un petit peu d'attente, mais je pense que les officinaux auront ce droit de substitution possible sur les produits biologiques. Donc, si ça se met en place, j'en reviens à l'expérimentation article 51, intéressement des hôpitaux et intéressement des services. Si là, les officinaux, ils peuvent substituer, il n'y a plus de mécanisme d'intéressement à mettre à l'hôpital sur les services, puisque c'est les officinaux qui porteront, comme pour les génériques, le projet de faire des économies sur les biosimilaires. Mais tout ça sera à suivre. La charte de la visite médicale pour les fournisseurs d'EDM va évoluer. Vous savez tous qu'il y a une charte de la visite médicale sur les médicaments qui est ancienne, qui est critiquable, mais enfin qui existe. Les DM, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Donc ça va être revu, complété. Ils sont en train de rediscuter tout ça. Et puis, dans les produits de radio, vous avez tous entendu parler, je pense, donc de ce changement de circuit de prescription, dispensation des produits de contraste, notamment en ville.
Donc, les officinaux ne dispenseront plus les produits. Donc, pour nous, à l'hôpital, bah, c'est pour tous nos patients extérieurs qui venaient, bah, il faudra que ce soit l'hôpital qui fournisse les produits. Donc, le texte précédent prévoyait une mise en application en juillet 2023. C'est repoussé au 1er mars 2024. Mais on pensait que ça allait se mettre en place. Mais les dernières informations du ministère, vous l'avez peut-être vu, c'est pas tous les produits. On pensait que c'était tous les produits. Bah non, ça va pas être tous les produits. Donc, certains produits, notamment les petits volumes, devraient rester en officine et les gros volumes devraient pas être en officine, devraient être dans les cabinets libéraux et à l'hôpital. Donc tout ça est d'une énorme complexité. Donc à suivre, puisque dans un mois, il faudra qu'on soit prêt pour cette disposition, sauf si le gouvernement décide de ne pas appliquer ce texte parce qu'il y a plein de problèmes techniques qui se posent et je pense qu'ils ne sont pas réglés totalement, loin de là aujourd'hui. Et c'est à suivre. Alors, je vous ai parlé de l'impact environnemental tout à l'heure, la CNAM, le plan de Firmin Lebaudot. Donc, vous avez dans les dispositions, ce que vous avez entendu parler, c'est-à-dire l'expérimentation sur un certain nombre de produits en nombre limité qui pourraient être retraités, donc des produits des DM à usage unique qui pourraient être retraités. Donc, on attend le rapport de l'IGAS porté par Paul Cujas. On va voir ce que ça donne. Donc, il y aura une liste d'établissements dans un premier temps fixée par arrêté. Si j'ai bien compris, c'est 3-4 établissements qui devraient être. Ça sera du retraitement externe et pas de l'interne, c'est-à-dire que ce n'est pas lesté des hôpitaux qui vont le faire, hein. Très clairement, c'est de l'externe. Donc, en clair, c'est Vanguard. J'ai appris dans le cadre du rapport IGAS qu'il y a d'autres sociétés prestataires de services en Allemagne. Alors, on peut dire Vanguard, mais ça peut être aussi les fabricants des sondes d'électrophysiologie, pour parler clair, hein, qui pourraient montrer leur propre usine ou leur propre circuit de retraitement, comme ça se passe dans certains pays, aux États-Unis par exemple. Donc, on verra ce que ça donne. Derrière, comme c'est de l'externe, ça veut dire qu'il faudra faire des marchés. Et s'il y a plusieurs opérateurs, il faudra mettre en concurrence pour savoir celui qui est le meilleur, sauf si le ministère nous dit qu'il n'y en a qu'un. Donc, on verra ce que ça donne. Et donc, il y aura une liste de DM. On entend parler donc de l'électrophysiologie, et pas d'autres pour l'instant, avec des restrictions, des interdictions et surtout l'information patient. Le patient devra être informé et pourra refuser d'avoir le matériel retraité. Donc, il faudra tracer le fait que le patient a reçu l'information, qu'il a bien compris et qu'il a accepté, ou en tout cas pas refusé le produit retraité. Et donc, au bout de 18 mois, il y aura un rapport, puisque 6 mois avant l'expérimentation, comme elle dure 2 ans, au bout de 18 mois, il y aura un bilan qui sera fait et on verra ce que ça donne. Et normalement, ça devrait se mettre à place entre septembre et novembre, puisque le texte parle date limite en novembre 2024. Donc, la première étape, c'est attendre le rapport IGAS quand il sera communiqué officiellement. Après, on devrait avoir un arrêté qui nous précisera tout ça et un décret qui précisera les mentions dont je vous ai parlé à l'instant. Donc, tout ça est à suivre. Également, dans l'environnement du DM et du développement durable, il y aura possiblement des sanctions sur des DM des sanctions économiques sur des DM qui seront générateurs de déchets de façon supplémentaire par rapport à leurs petits camarades ou par rapport aux actes ou aux produits comparables. Et donc la CNEDIMS, dans son rapport d'avis sur l'évaluation d'un produit, va rajouter une ligne en disant ce produit, il est bien par rapport aux petits camarades en termes de développement durable, ou il est moins bien parce qu'il entraîne un gaspillage, parce qu'il y a des déchets de soins supplémentaires. Et donc, derrière le CEPS, s'il y a dans l'avis CNEDIMS un critère négatif sur ce point-là, il y aura une décote de prix. Donc, vous voyez qu'il y a une pression qui est faite auprès des fournisseurs pour travailler dès le début sur le développement durable, dès le développement du produit, dès l'évaluation, sinon il y a un risque de sanction financière. Puis j'ai mis aussi les solutions de télésurveillance où vous avez vu toute la difficulté qu'il y a à mettre en place ces solutions de télésurveillance, des modes de financement qui évoluent. Donc tout ça, on attend un peu, mais il y aura une organisation un peu plus adaptée, a priori, avec un nouveau décret qui expliquera les choses sur la télésurveillance. Alors maintenant, les ruptures. Alors les ruptures, il y a plein de sujets. Alors pris par petits bouts, hein, j'ai mis dans l'ordre, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, j'ai mis dans l'ordre de publication numéro par numéro. Donc vous avez les préparations officinales spéciales. Les postes ont été faites dans le cadre de la crise de la Covid. Les postes ont été faites dans le cadre de l'année dernière de l'amoxicilline par des officinaux qui avaient des matières premières et qui ont fabriqué des produits parce qu'il n'y avait pas assez de produits finis pour les produits. Donc là, ils l'ont fait de façon non encadrée légalement. Maintenant, elle est juridiquement
basé sur cet article du Code de la santé publique qui a été introduit dans le Code de la santé publique. Et ça ne sera que de façon exceptionnelle et temporaire. Quand il y a une rupture de stock ou un arrêt de commercialisation ou en cas de crise sanitaire, qu'un arrêté du ministre dira, voilà les officinaux, vous pouvez faire ça. Mais ça ne sera que les officinaux qui ont une autorisation et qui pourront le faire pour eux ou pour le revendre à d'autres officines dans le cadre de conventions qui seront faites. Et donc, il faudra pour ces produits qu'il y ait une prescription médicale, que ça soit réalisé selon la monographie publiée par la NSM et que ça soit préparé par une matière première pharmaceutique fournie par un établissement pharmaceutique d'un établissement de santé. C'est-à-dire que pour éviter ce qui s'est passé sur l'amoxicilline où les matières premières utilisées, on ne savait pas trop d'où ça venait, on ne savait pas si c'était de la qualité pharmaceutique, là, ça va être centralisé sur un établissement de santé et ce n'est pas un secret que de vous dire qu'aujourd'hui, c'est l'AGEPS, donc l'Agence générale des équipements et produits de santé, qui devait, il y a 5 ans, suite à la décision de l'ancien directeur général, arrêter son activité de production et de contrôle. La décision a été prise avant ce texte, mais en tout cas, ça a aidé à conserver l'activité du laboratoire de contrôle de l'AGEPS. Donc, c'est quand il y aura une rupture, la matière première trouvée, c'est l'AGEPS qui va la contrôler et qui va dire c'est pharma ou c'est pas pharma, et les officinaux pourront l'utiliser qu'à partir de ce moment-là. Alors aujourd'hui, c'est la GEPS. Si demain, il y a d'autres structures qui ont les moyens et tout ça, elles peuvent y aller. Aujourd'hui, c'est la GEPS qui le fait, puisque ça a été communiqué, je peux le dire officiellement, sur l'amoxicilline. Il y a un appel d'offres qui a été lancé où on nous a demandé de fabriquer 3 tonnes d'amoxicilline en cas de rupture de machin, et où c'est la GEPS qui contrôle l'amoxicilline, matière première, pour ses productions en sous-traitance. Ces préparations officinales pourront donc être dispensées par les officinaux, mais les officinaux pourront également dispenser les préparations hospitalières spéciales, celles fabriquées par nos PUI autorisés à faire des préparations hospitalières spéciales. Et donc, il y aura un arrêté qui précisera quels sont les produits. Les prix de cession, bah, ce n'est pas nous qui allons les fixer, c'est par arrêté. Donc, entre prix de cession, coût de production, on aura peut-être des soucis. Donc, tout ça va être fixé par arrêté à chaque fois. Et donc, tout ça sera encadré par tout un tas de textes. Et là, on est dans le code de la sécurité sociale pour le prix. Alors, les ruptures, bah, on augmente ce qu'ils appellent les levées d'épargne en cas de rupture, donc avec une nouvelle définition. Enfin, en tout cas, la définition qu'il y avait des ruptures était avant dans le code de la santé publique au niveau réglementaire. Je vous ai mis l'article R machin, c'était du réglementaire. Maintenant, on va plus haut, donc on passe à la loi. C'est la loi, donc l'article R 5121-29 du code de la santé publique qui définit cette notion de rupture et ou, totale ou partielle, si vous voulez, d'une certaine façon. Et donc, il y a cette définition. Et donc, c'est l'impossibilité pour une pharmacie d'officine ou une PU de dispenser un médicament à un patient dans un délai donné. Alors qu'on parlait avant de 72 heures, bah, le délai, ça peut être moins aujourd'hui. Donc, tout ça va être confirmé également par un nouveau décret en Conseil d'État, si mes informations sont bonnes. Il y aura un arrêté qui va dire à chaque fois on peut recourir à la dispensation conditionnelle ou à la délivrance à l'unité en cas de rupture d'approvisionnement. Donc chaque cas pourra être un cas particulier. Et la directrice générale de l'ANSM pourra mettre en place des mesures sanitaires pour garantir l'approvisionnement continu des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur qui vont être vus, on va le voir après, et des vaccins pendant ces périodes de rupture. Et l'industriel pourra être sanctionné de façon encore plus importante que précédemment. À ça se rajoutent également des formulaires de vérification de l'adéquation des prescriptions, notamment pour les médicaments coûteux et à danger public. La création des actes de la CCM, où c'est un bordel innommable, ils vont revoir pour la xème fois les modalités. L'accès précoce va être revu encore, donc avec un nouveau statut. Vous connaissez l'accès compassionnel, c'est la NSM. L'accès précoce, c'est l'HS, avec l'accès précoce pré-AMM, AP1 ou post-AMM, AP2. Ben là maintenant, on nous crée de l'accès post-accès précoce. Donc là, c'est l'exemple que je vous cite. Alors pourquoi ça a été mis en place? C'est qu'il y avait des trous dans la raquette, comme à chaque fois. On met des rustines pour boucher les trous, voilà, parce que rien n'a été pensé, rien n'a été réfléchi, puisqu'ils font tous à la bourre tous les ans. Ils sont en train de refaire la LFSS sans voir les impacts en réalité de leurs décisions. Et donc là-dedans, on a eu 2 cas qui justifient ce nouvel accès. C'est l'ABECMA, ABECMA Carticel, BMS, SMR important, mais ASMR5. ASMR5, ça veut dire palistensus, dans le mélo multiple. Donc difficile. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de publier l'arrêté
de radiation de l'agrément collectivité oxyde de l'accès précoce, ils ont négocié avec le ministre de la Santé de l'époque de ne pas publier l'arrêté d'inscription agrément collectivité AMM normal, qui aurait valu non-inscription sur la liste en sus automatiquement. Et le laboratoire donc, a continué à fournir le produit le temps qu'ils se mettent d'accord. Et puis, ils ont sorti les résultats d'une deuxième étude qui leur a permis de passer d'ASMR 5 à 4, donc qui leur permet d'être inscriptibles sur la liste en sus. D'accord? Mais ils auraient pu dire on arrête. Parce qu'on a un autre produit Carticel qui est Carvicti de Janssen, qui donne en gros la même indication, je fais simple, dans le myélome. Carvicti, j'étais dans la salle, Philippe le sait, Philippe Bougenot le sait, on était avec la PDG de Janssen, en train de négocier des trucs sur l'AP, enfin des trucs hyper compliqués où ça se passait hyper mal. Et à la fin de la réunion, on s'est dit bah, on arrête la négociation sur Carvicti, M. Pobel. La décision du corporate, c'est on arrête la distribution de Carvicti parce qu'on est à SMR5, donc pas licensus. Et donc, ils se sont retirés du marché. Donc, il n'y a plus de Carvicti en France. Et par contre, il y en a à l'étranger. Et donc, là-dedans, ce dispositif POX accès précoce pour des produits réserves hospitalières qui ne sont pas inscrits licensus et qui donc posent le problème du financement, bah, il y a des dispositions transitoires qui pourront durer maximum 3 ans, le temps que les laboratoires redéposent des données cliniques qui pourraient leur permettre d'upgrader le niveau de leur évaluation par la commission de transparence. Et pour éviter aussi qu'ils se retirent du marché comme Carvicti l'a fait. Et avec ce texte, il y a obligation d'approvisionnement du marché national. Donc le cas de Carvicti ne pourrait plus se reproduire puisque à partir du moment où ils seront à rentrer dans l'accès précoce, ils sont tenus d'aller jusqu'au bout de tous les dispositifs qui permettent d'avoir une prise en charge jusqu'au droit commun. Donc tous ces dispositifs dérogatoires. Et s'ils ne le respectent pas, il y a des sanctions financières qui seront mises en œuvre très importantes. Et puis, dans le cadre de l'accès précoce, vous avez aussi le fait que des produits qui ont été retoqués en accès précoce, bah avant, c'était un peu dur de repasser en accès compassionnel au niveau de la NSM. Donc, clairement, il a été dit que, il est dit dans le texte qu'un produit qui a un accès précoce refusé par l'HS, ça ne l'empêche pas d'avoir un accès compassionnel par la NSM. Donc, de revenir en arrière dans la chaîne, on va dire, dérogatoire de l'accès des produits innovants. Je ne sais pas si j'étais clair, mais il va falloir qu'on fasse des belles diapos pour expliquer les différentes étapes avec tous ces trucs-là. À ça se rajoute donc le soutien donc encore aux produits matures. Donc l'ANSM va revoir pour la fin de l'année 2024, ils vont bosser la liste des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, qui est différente des médicaments essentiels des 450 du président, qui elle-même va évoluer, hein, donc sur les trucs dans le cadre des ruptures. Ça sera remis sur le site internet. Et si un laboratoire arrêt de commercialisation envisagée, suspension de commercialisation envisagée, il devra en informer l'ANSM. Et s'il n'y a pas d'alternative capable de répondre aux besoins pour la prise en charge des patients, l'entreprise devra trouver un repreneur pour ce produit. S'il ne le trouve pas, il devra en informer l'ANSM. Et dans les 2 ans, il pourra fournir, enfin, c'est pas qu'il pourra fournir, c'est qu'il va être mis en demeure par la NSM de fournir son AMM à quelqu'un qui va reprendre l'autorisation de mise sur le marché pour une période de 2 ans. Ça pourra se refaire. Donc là, un établissement comme la GEPS, un établissement comme la pharmacie centrale des armées, ou éventuellement d'autres structures, s'il y en a à terme qui se créent autour de ça, pourront reprendre les AMM en payant rien pour fabriquer à la place de l'industrie pharmaceutique le produit. Bon courage, je l'ai vécu une bonne partie de ma carrière, les transferts d'AMM, même quant à tous les dossiers, c'est 3 ans de travail avant que tu sois réellement au même niveau AMM. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une pression supplémentaire pour éviter les arrêts intempestifs de commercialisation des produits avec des sanctions financières très significatives. Le cannabis, pas pareil, tous les ans ça change. Donc là, le cannabis, vous avez comme ils n'ont pas réussi à dire si c'est un médicament de droit commun avec MM, si c'est une préparation magistrale, si c'est on ne sait pas quoi, eh ben on crée un statut particulier. Donc pour toutes les préparations à base de cannabis sativa, selon les BPF, seront produites dans des établissements autorisés fixés par arrêté du ministre, dans des indications thérapeutiques et situations cliniques particulières. Donc c'est des autorisations provisoires temporaires délivrées par l'ANSM. Mais si demain, cette autorisation temporaire, le laboratoire, comme pour Epidolex ou pour Sativex, arrive à déposer une AMM, à l'obtenir et à avoir un prix, bah, l'autorisation dans l'indication correspondante de la préparation sous statut, je ne sais pas quoi, particulier, temporaire, disparaîtra.
Voilà, donc on est encore une fois dans une nouvelle usine à gaz sur ces produits-là, plutôt que de dire c'est un médicament, c'est pas un médicament, ils doivent avoir une AMM où ils sont sous le statut de préparation. On crée un statut temporaire provisoire. Voilà. Donc à suivre, on est encore une fois dans la prolongation de l'expérimentation. Donc normalement, dans l'année, les entreprises qui vont se lancer là-dedans vont déposer leur dossier et normalement, l'expérimentation s'arrêtera. Je suis assez dubitatif vu la complexité du système parce que des entreprises réellement seront prêtes à ce moment-là selon des standards pharmaceutiques, même si c'est sous un statut temporaire. Mais vous savez que j'ai mauvais esprit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous le découvrez. Pour terminer, nous avons donc le budget. Donc le budget, là, j'ai eu le temps de faire le beau schéma avec donc l'Ondam donc, qui progresse non pas de 3,7% comme nous avait dit au départ le ministre, mais il est parti depuis, c'est 2,9 parce qu'en réalité, avec la version corrigée, bah, l'augmentation de l'Ondam, c'est 2,9. Et vous voyez que l'hôpital, quand on fait le calcul par rapport à ce qu'on a eu comme augmentation en 2003 et ce qu'on aura théoriquement en 2024, c'est 2,4%. Donc 2,4%, on ne couvre pas l'inflation, vous le savez, on ne couvre pas le glissement vieillesse-tâche avec notre personnel. Donc vous avez vu que nos hôpitaux sont quasiment tous en déficit aujourd'hui. On a des périodes qui vont être très très difficiles. Et si je ne peux pas rester avec vous, c'est que dans une demi-heure maintenant, je suis avec le DG et ses équipes pour discuter des plans d'économie et des actions qui peuvent être mises en place euh, pour essayer de rentrer le moins possible dans un déficit à la paix. Mais je pense que je serai à la retraite, que ça sera toujours pareil. Pour terminer, chaque année, il y a des dispositions au niveau du Conseil constitutionnel qui sont annulées. Certaines peuvent nous concerner. On va les revoir apparaître dans d'autres textes. Donc, par exemple, le signalement par l'assurance maladie de caractère frauduleux à l'ordre concerné, c'était considéré comme un cavalier social. Mais aussi pour les MTI où on demandait des données d'efficacité de recueil en vie réelle des données de MTI, ça a été considéré comme quelque chose qui n'est pas dans la loi de financement de la sécurité sociale, ça a été retoqué. Donc la prochaine loi qu'il y aura, ces dispositions-là, je pense, vont être reportées dans une autre loi. Il y a également le fait que certaines dispositions ont été jugées contraires à la Constitution et d'autres contraires au principe de la séparation des pouvoirs, dont notamment, vous savez, le relèvement des franchises médicales, où il y avait le débat qui avait été lancé l'été dernier par le ministre de l'économie et des finances sur on va augmenter la boîte de médicaments de 50 centimes à 1 euro, la consultation de 1 euro à 2 euros. Il voulait faire passer ça dans la loi. Le Conseil constitutionnel, il n'y a pas besoin qu'il y ait loi, un décret de l'État suffit. Donc le président, lors de sa conférence de presse récente, a dit bah, ça passe dans un décret. Donc au 1er avril, si je ne me trompe pas, pouf, les franchises vont être multipliées par 2 sur tous ces produits. Donc tout ça est à suivre. Je finis juste avec les tendances. Donc là, on peut se dire en voyant l'évolution sur les dernières années que l'Ondam, ben, on est sorti de la période Covid, donc maintenant en 2025, en 2024, on est dans un truc qui est à peu près équilibré puisqu'on a dépassé un tout petit peu par rapport aux prévisions en 2023. Sauf que vous voyez le Haut Conseil, donc 6 mois plus tard après l'avis de la CNAM, on montre que le déficit, eh ben, il va augmenter. Et donc moi, je suis très inquiet sur 2025. Pourquoi? Vous l'avez entendu aussi, vous avez la dette qui se crée. Et donc là, vous avez les chiffres de la COS et notamment la caisse de la CNRACL, donc c'est les collectivités locales et les hôpitaux. Bah, il y a un déficit qui va être de plus en plus important. Et donc la CADES, forcément, va continuer à, à exister. Et vous voyez la tendance aujourd'hui, c'est une aggravation du déficit, on va dire, cherche des déficits sociaux, tous secteurs confondus. La pyramide des âges, elle ne s'améliore pas. Hein. Donc, vous voyez, vous avez en rose, vous avez la pyramide des âges en 2004, en 2019. Donc, il y a une augmentation des. Avant, c'était le cut de la Deuxième Guerre mondiale, c'était à 60 ans. Maintenant, on est autour de 70 ans, 75 ans, et ça va faire qu'augmenter. Donc, forcément, les dépenses d'assurance maladie vont augmenter liées au vieillissement de la population. Et puis, en plus, bah, il n'y a pas assez d'enfants. Donc, comme il n'y a pas assez d'enfants, aujourd'hui, c'est peut-être pas très grave, mais dans 20 ans, bah, quand ils vont cotiser, ça sera très grave, puisqu'il y en aura encore moins. Donc, tout ça est un peu compliqué. Et donc, l'évolution, il faut revenir à ce qu'a dit le maire en juin 2023. En gros, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Il faut faire des milliards d'économies. La sécurité sociale était citée en premier. Et il y a une revue de dépenses publiques qui est lancée dans une douzaine de domaines, dont les dispositifs médicaux. Alors peut-être vous avez été auditionné, moi j'ai été auditionné la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus,
sur les DM. Et donc, il y a par l'IGAS et par l'Inspection générale des finances, avec donc clairement, ils veulent des économies sur les dispositifs médicaux, en considérant que aujourd'hui, après l'industrie du médicament, c'est l'industrie du DM qui est ciblée, et il y aura des baisses de prix, il y aura des déremboursements, il y aura des prises en charge qui vont être augmentées, notamment avec une franchise sur les dispositifs médicaux qui sera mise en œuvre. Et donc, notre président de la République, je me suis fait un petit plaisir parce que j'aurais pu vous mettre 2023, 2024 ou les années d'avant. En gros, c'est toujours pareil. Alors, il nous a rajouté juste la lutte contre l'infertilité, puisqu'il y avait eu le rapport sur les naissances. Mais le rapport sur les naissances qui diminuent, c'est pas lié à l'infertilité. Pour moi, c'est un peu indirect. Voilà. Par contre, les urgences, il faut désengorger. Mais l'année dernière, il devait déjà désengorger. Donc, voilà. Il faut révolutionner l'organisation. Il faut libérer du temps pour les médecins. Ça fait combien d'années qu'on en parle? Bon. Et puis on ne parle pas des pharmaciens, une rémunération plus intelligente aux patients plutôt qu'à l'acte, travailler plus ensemble, ville-hôpital. Vous reprenez la loi HPST, vous reprenez la loi de Marisol Touraine, à chaque fois c'est pareil. Déléguer les actes, des solutions radicales pour mettre fin au scandale, avec un S aux déserts médicaux, débureaucratiser, c'est le terme, et ou désmicardiser, demain, ça sera peut-être aussi bien. Et donc les franchises, et pour moi, c'est clair. Pour les plus jeunes, vous connaissez peut-être pas ce film, mais c'est Un jour sans fin avec ce journaliste qui va à la journée de la marmotte et qui se réveille le lendemain et c'est toujours la journée de la marmotte. Et on a vraiment l'impression qu'on est année après année dans le PLFSS avec les mêmes sujets. Et pour conclure, ça pourrait être pire encore. Voilà, je suis à votre disposition pour les questions, les commentaires si j'ai pas été clair. Merci Pascal. Bon, tu nous remontes pas trop le moral, hein, c'est pas marrant. Hein. Donc, il y a à peu près 80 articles. Toutes les années, on a indépendamment du côté très pessimiste de l'affaire et de l'usine à gaz, d'ailleurs qui est peut-être une des explications de la question que je vais te poser, c'est toutes les années, on a à peu près moins de la moitié ou à peu près 50% de ces articles de loi qui ont un décret d'application. À ton avis, là aussi, on est reparti pour un truc pour une espèce d'usine à gaz à moitié remplie, c'est ça? Oui, je pense qu'il y aura, dans tout ce que je vous ai présenté là, je pense qu'il y en a une bonne part où il n'y aura pas les décrets d'application au courant d'une année. Un seul exemple, l'année dernière, ils parlaient tous du financement des LTI avec le forfait, puis après un paiement échelonné et tout ça. On attend toujours que ça sorte. Sur les ruptures, là, il y a tout un tas les mesures de lutte contre les ruptures, il y a tout un tas de décrets, vous avez vu. On a quand même eu 3 ministres en 18 mois. À chaque fois, il devait y avoir un nouveau plan de lutte contre les pénuries. On ne l'a pas eu. On n'a toujours pas de ministre. Je pense que de toutes les façons, on est parti encore avant l'été. De toute façon, il faut que les textes sortent avant l'été 2024, parce qu'après le ministère, vu comment est construite la loi de financement de la sécurité sociale, le ministère, à partir de juillet, il ne fait que bosser pour le PLFSS et la LFSS derrière. Donc les décrets, s'ils ne sont pas préécrits à ce moment-là, il n'y a plus rien qui sort. Donc ça doit aller vite, sauf que là, au premier trimestre, je ne sais pas ce qui va sortir. Vous avez peut-être vu aussi que la DGOS, ça a changé au niveau des équipes qui géraient les médicaments, les produits de santé. La DGS, c'est pareil. Donc les équipes qui sont là ne sont pas au courant des sujets. Il faut qu'elles se les approprient. Donc ça repart à zéro. Le cabinet du ou de la future ministre de la Santé, plus que le ministre du Travail, il va falloir aussi qu'il récupère les informations et les comprenne. Moi, je pense qu'on risque d'avoir, oui, une bonne partie des textes qui ne seront pas publiés, pas mis en œuvre. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut ressortir tes diapos l'année prochaine, c'est ça? De toute façon, chaque année, la marmotte est rien. Donc chaque année, bon. Un jour, je ferai des trucs comparatifs, j'ai pas le temps, mais j'aimerais bien faire des trucs comparatifs pour montrer qu'il n'y a rien qui sort. Là, on a une doctorante, qui n'est pas dans mon équipe, qui est dans l'équipe d'Isabelle Borget, qui travaille justement sur le suivi des lois de financement de la sécurité sociale pour voir depuis 20 ans ce qui est sorti et ce qui n'est pas sorti et les évolutions. Ah, je ne peux pas vous en dire plus. Ça doit être excellent. Oui, on est entre 40 et 50% des textes qui ne sont jamais parus. Oui. Peut-être pas plus de 3 questions parce qu'on a déjà un peu de retard. Alors allons-y. Qui veut poser une question? Ou qui veut faire un commentaire? Là, j'ai l'impression que tu nous as assommés, là. Non pas que c'était pas intéressant, hein, c'est pas du tout ce qu'on veut dire, hein, mais bon, tu nous as un peu quand même plombé l'ambiance, on va dire. Hein.
On a tout compris. L'objectif, c'est... Et on a tout compris. Dire les choses. Bien, est-ce que vous avez... Non, j'ai... Si, c'est toujours la première, la plus difficile. Juste une toute petite question. Bon, a priori, on avait une idée de simplification. Alors j'aime bien quand c'est simple. Pour ce qui était accès précoce, accès compassionnel, on s'aperçoit qu'on dérive un petit peu de l'objectif initial et qu'on n'est pas encore rendu. Je suis à peu près sûr qu'il y a quelque chose à faire en termes de retour sur les premières années déjà et de voir qui a touché réellement. Qui a signé les contrats, qui a eu des reversements des différents industriels pour les différentes indications de ces molécules-là. Je pense qu'il y a plein de bonnes idées, mais dès qu'on passe aux pratiques, c'est une catastrophe. Oui, je pense, hein, il y avait une enquête, je crois, de la conférence des pharmaciens de CHUI, je crois que c'était l'été dernier, qui montrait qu'il y avait beaucoup d'endroits où c'était pas fait, c'était pas récupéré et tout ça. Donc maintenant, on est en très très grande difficulté. C'était aussi dans le cadre du rapport Borne, c'était cité que ça devait être simplifié et que ça devait pas être aux pharmaciens, aux médecins de faire le boulot, mais qu'il fallait changer la loi. Le rapport Borne, il y a eu, à part l'histoire de la clause de sauvegarde, le gouvernement n'a rien repris aujourd'hui. Vous avez peut-être vu que l'EM gueule en disant il faut reprendre le rapport Borne, et notamment là-dessus, sur l'accès précoce, récupérer les données en vie réelle. C'est pas nous, avec le fait qu'on n'a plus de pharmaciens, qu'on n'a plus d'internes, qu'on n'a plus d'assistants, que c'est très compliqué. Et c'est pareil dans les services de soins. Il faut que le système change pour qu'il y ait les ARC ou les techs de l'industrie pharmaceutique à qui on donne accès aux trucs et que ce soit eux qui remplissent les datas. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on ne les a pas. On n'a pas le temps de le faire de toutes les façons. Mais la loi, il faut la changer pour ça, puisque aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Une deuxième question? C'est juste un commentaire sur l'accès au marché. En Europe, quand en Europe un médicament a son AMM, dans beaucoup de pays, dans le mois qui suit, il peut être commercialisé. En France, c'est au minimum 1 an et demi. Parce qu'il faut passer toutes les arcanes supplémentaires rajoutées en France. Ouais. Il y avait le dispositif LFSS 2022, je ne sais plus le numéro, qui est l'accès direct, hein, donc sur le modèle de l'Allemagne, où que tu dis, c'est-à-dire l'AMM est donné le lendemain en Allemagne, où assez rapidement le produit peut être pris en charge, et où il y avait 1 an en Allemagne pour se mettre d'accord sur le prix dans le cadre du droit commun dedans. Le dispositif en Allemagne est en train d'évoluer, puisque maintenant c'est plutôt 6 mois que 1 an. En France, l'accès direct, c'était 2022. Les textes sont sortis, les décrets d'application est sorti de mémoire en mai 2023. Je ne sais plus, j'ai des diapos, mais c'est mai 2023. L'arrêté, ça a dû être septembre 2023. Et nous avons là aujourd'hui que le deuxième accès direct, donc rapide, entre guillemets, qui sort. Donc le premier, c'est Mgénix, c'est la thérapie génique dans l'hémophilie de type B. Et hier, je crois, est sorti au JO dans le vitiligo, le premier produit qui aura une efficacité dans le vitiligo sévère qui a cet accès direct. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt pour savoir si ce dispositif, donc il a fallu plus de 18 mois pour avoir la base juridique efficace, hein, ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, c'est-à-dire 18 mois pour avoir les textes d'application, 6 mois supplémentaires pour qu'il y ait le premier qui rentre dedans, et il va falloir faire un rapport dans les 2 ans pour voir si le dispositif est efficace. On va, je ne sais pas avoir combien de produits, et je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir en déduire dessus. Voilà, donc tout ça est d'une complexité redoutable, et à chaque fois qu'on nous parle de simplification, vous le savez, c'est une couche supplémentaire de technocratie, de technostructure et de rapport au Parlement qui en rajoute, puisque une des critiques de la LFSS, et vous l'avez vu, c'est tous ces articles, ces machins qui sont rajoutés, et à la fin, c'est pas cohérent. Maintenant, je prends mes étudiants en droit, je prends l'exemple de la loi immigration, on a bien vu que la construction de la loi en France est complètement déconnante, puisque on peut voter une loi à la fin qui ne marche pas, et le gouvernement sait pertinemment, comme là les dispositions que je vous mets, Conseil constitutionnel qui chaque année saute, le gouvernement il le sait, il le met, c'est uniquement pour dire c'est pas moi qui l'ai fait annuler. Voilà. Et la loi immigration, c'est exactement ça, 40% des trucs qui ne passent pas parce que c'est pas constitutionnel. Donc là-dedans, plutôt que de prendre le temps de faire des lois structurées avec des vrais impacts et d'en faire beaucoup moins, eh ben, on en fait tout le temps. Et la LFSS, le vrai débat, c'est il ne faut pas une loi annuelle, il faut une loi pluriannuelle pour laisser le temps à ce que les choses se mettent en place. On les évalue au bout de 4-5 ans et on voit à ce moment-là qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut changer. L'accès précoce est un bon exemple. Vous prenez depuis la loi 2021,
tous les ans, il y a eu des dispositions sur l'accès précoce qui ont changé. D'accord, donc ça veut dire que ça ne change pas, quoi. Voilà. Merci Pascal, c'était vraiment très très clair parce que... Et surtout, vous voyez, ça peut être pire ailleurs, donc faut quand même être optimiste. Hein. Voilà, mais bon, tu nous as pas remonté le moral, mais bon, tu étais bien dans la thématique de la journée. Merci beaucoup Pascal.